Bon, bonjour tout le monde. En tout cas, merci les courageux d'être venus. C'est tout un... Enfin, vous avez vu le programme, c'est tout un cycle sur le judaïsme russe. Je ne sais pas si ça passionne les gens, on verra. En tout cas, on démarre la partie un peu historique et politique avec Jean Caillan. Et puis ensuite, on aura des parties autour de l'art, du cinéma, de la littérature, de l'histoire culturelle. Enfin, il y a un programme à l'entrée. Vous avez le détail. On vous invite quand vous voulez. On finit avec le conservatoire et tous les élèves qu'on préparait. Ça va être, à mon avis, très joli. Tout un concert de musique russe. Et ils vont être un orchestre symphonique. D'ailleurs, on se demande si on aura la place de mettre le public, mais on verra bien. Mais voilà. Donc l'idée, c'était d'essayer de brosser un panorama de ce qu'était le judaïsme russe, qui est quand même un judaïsme très particulier, et de voir qu'ils avaient... Si la vie en Russie et en URSS était difficile, eux, alors, ça a été encore pire pour eux. Chaque fois, il n'y a pas eu, sauf un peu plus maintenant, mais il n'y a pas eu une époque, chaque fois on tombe de mal en pis, de pogroms en massacre, enfin, c'est assez redoutable. Quand j'ai fait les panneaux pour raconter l'histoire, j'ai trouvé que c'était vraiment dur d'être un juif russe. Mais je voulais... Ouais, c'est vrai. Mais j'ai demandé à Jean Caillan, qui connaissait bien, à un moment, l'histoire de la Russie, de nous resituer un peu cette période, le temps qu'il a vécu, parce que c'est confus. Déjà, on ne se rappelle quasiment plus que c'était l'URSS et que ça a changé. Ça a tellement bougé. Même aujourd'hui, on a du mal. Les frontières, elles bougent sans arrêt. C'est très compliqué. Donc j'avais envie que vous nous fassiez partager votre expertise pour parler de... Non, je sais que vous avez une histoire passionnante avec... en tout cas, c'est un endroit que vous connaissez bien. Oui, écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je suis fils d'immigrés arméniens qui a épousé une fille d'immigrés juifs de Bessarabie et de Pologne. Et comme me disait Elie Wiesel, vos enfants auront des choses à raconter. Et en effet, c'est un parcours un peu particulier. Le hasard de la vie a fait que le Parti communiste auquel j'appartenais m'ait envoyé pendant 2 ans à Moscou de 72 à 74 pour travailler au service de la propagande soviétique, mais je peux vous assurer que je n'ai jamais été agent du KGB. Ils ont essayé, ils ont testé, mais ils ont vu que j'étais pas fait pour ça. Donc ils m'ont foutu la paix, ils avaient besoin de moi dans mon travail, ils ne m'ont pas demandé plus. Ils m'ont pas demandé d'être délateur, mais en revanche, les gens avec qui je travaillais, eux étaient persuadés que j'étais un délateur. Et il a fallu une année à peu près pour faire la preuve que j'étais comme j'étais, c'est-à-dire sincère, vrai communiste qui veut le bien des autres et pas du tout rentrer, avoir des honneurs, du pouvoir et des choses comme ça. Et donc, ça s'est passé assez bien. Et puis au bout d'une année, quand même, c'était un contrat de 2 ans. Au bout d'une année, je suis rentré, je suis allé voir M. Georges Marchais qui m'a dit: camarade, il faut tenir compte de la tradition du mensonge dans le mouvement révolutionnaire en France. Donc la messe était dite. La messe était dite. Ils ont trouvé, comme on fait en général dans ces cas, un moyen pour que Nina, ma femme, travaille dans une société française à Moscou. Et on avait beaucoup plus de facilité de vie parce que nous, on avait choisi d'être payés en roubles. Et donc, on ne pouvait pas habiter dans les ghettos dorés des diplomates, des correspondants de presse et tout ça, mais on vivait avec les gens, ce qui était notre volonté, notre désir. Et en même, une chose est de voir les gens qui font la queue par moins 20 degrés pour acheter 1 kilo d'orange, et une autre est de passer en voiture et de ne pas savoir ce que c'est d'être dans la queue. Bon, enfin, tout ça sont des petits détails, c'est pas pour être plein, mais c'est parce que
on a touché vraiment de près la réalité. Et puis en 1974, on est rentré en se disant il faut faire quelque chose. Et puis bon, le temps a passé, on se disait on va témoigner à l'intérieur du parti. Et puis quand on s'est aperçu que rien n'était possible, que Georges Marchais a cassé le programme commun avec les socialistes, et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est à l'été 78, quand Sharansky et Orlov, que nous connaissions, ont été emprisonnés pour espionnage. Et là, on était sûr que ces deux mathématiciens étaient ce qu'ils étaient, mais en tout cas, ils n'étaient pas des espions au service de n'importe qui. Après, Sharansky a été libéré, il est devenu ce qu'on sait à Israël, mais ça, c'est un autre problème qui ne nous concerne pas. Alors, pour parler des Juifs, bon, là, vous avez une rétrospective qui est formidablement bien faite. Il faudrait aller approfondir pour dire que l'antisémitisme, en Pologne, ça on le sait, et en Russie, sont une deuxième nature de la population. C'est récurrent. Les pogroms ont été réguliers, ceux qu'on connaît, le grand pogrom de Kishinev, celui de Kazan, celui de Kiev. Tout ça, il y a de la littérature autour de ça. Mais en même temps, ce qu'on ne sait pas, c'est comment l'antisémitisme est profondément enraciné dans la tête des gens, parce qu'il n'y a aucune campagne d'explication pour dire il faut extirper ça de nos têtes parce que c'est pas possible de vivre avec ce fléau dans notre sac à dos. Le pic de ça a été en 1903, quand a apparu le protocole des sages de Sion, qui était un faux grossier des services secrets russes, et qui a mis dans la tête à peu près de tout le monde des arguments disant que tous les malheurs de la Russie et du monde, mais de la Russie en particulier, viennent des Juifs. Quand, dans les petites campagnes ou ailleurs, il y avait la disparition d'un enfant, d'une femme, c'était les Juifs qui avaient fait un crime rituel. C'était admis par absolument. Et il n'y avait aucun journal, aucun porte-voix qui disait « mais non, c'est pas ça, c'est plus compliqué ». Enfin, il n'y a jamais eu de campagne pour éradiquer ça. Les seules ouvertures, ça a été l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, qui, lui, a ouvert les portes. C'est-à-dire que les refusniks, qui jusque-là ne pouvaient pas sortir du pays, étaient maudits. Être refusnik, c'était aller demander un visa pour partir à l'étranger, principalement pour les États-Unis. Et à partir du moment où on faisait cette demande, on perdait son emploi. Et quand on perdait son emploi, quand on n'avait pas d'emploi en Union soviétique, on était un parasite qui tombait sous le coup de la loi. Donc la communauté juive s'arrangeait pour la solidarité, s'entraider, s'aider, faire des choses, mais il fallait avoir un courage inouï pour aller faire une demande de visa parce qu'on savait que le sol s'ouvrait sous vos pieds. C'était plus possible. On a connu des gens qui vivaient dans les égouts. À Vladivostok, on a eu le témoignage d'une famille de juifs qui ne pouvaient tellement plus faire quoi que ce soit, qui s'étaient réfugiés dans les égouts. Alors, paradoxalement, une fois qu'on a situé que c'est pas un phénomène qui va, qui vient et qui est une constante permanente, il y a eu une embellie du temps de Catherine II, quand l'ouverture à l'Europe, quand elle voulait se montrer comme une impératrice, une tsarine ouverte au monde, elle a envoyé des émissaires de la culture un peu partout dans le pays pour fonder ce qui s'appelle l'intelligentsia. On parle de l'intelligentsia. L'intelligentsia, c'était des gens qui n'avaient pas pignon sur rue, mais qui avaient été remarqués, celui-là parce qu'il était un bon peintre, celui-là parce que c'était un musicien, celui-là... Enfin bon...
Et elle a formé ce qu'on appelait la caste de l'intelligentsia, qui pouvait voyager, qui pouvait avoir des rapports avec d'autres intellectuels, faire des échanges culturels, bouger et tout ça. Mais ça a été vite rattrapé par la rumeur antisémite profonde du pays qui disait, une fois de plus, c'est les juifs qui sont majoritaires dans l'intelligentsia. Et il faut dire que quand on est dans une communauté réprimée, forcément, on essaye d'être les meilleurs dans tous les domaines. C'est valable pour les juifs, c'est valable pour les arméniens, c'est valable pour tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, à partir de là, si on me demandait votre nom, je disais, je m'appelle Ivan Repin. Ça veut dire que c'est un nom tout à fait russe banal. On me disait, mais quel est le nom de votre patronyme? Ivan Abramovitch Repin. Ah, on s'en doutait, on s'en serait douté que vous étiez juif. Donc, comme les Polonais, les Russes disaient, les Juifs, on les sent. On sait où ils sont, on sait ce qu'ils font. Et ça a créé une chose qui ne s'arrête, qui en tout cas aujourd'hui, en l'absence d'école, de manuels scolaires ou d'enseignement, les Juifs continuent à rester le bouc émissaire idéal chaque fois qu'il y a une quelconque difficulté dans le pays. C'est la faute aux Juifs, tout le temps. C'est malheureusement cette réalité-là qui a conduit à des aberrations, à des arrestations. Vous connaissez tous l'histoire du complot des médecins des blouses blanches, où on a dit c'est tous des médecins juifs qui veulent l'assassiner, qui voulaient assassiner Staline. Il y a eu le merveilleux livre de Grossman sur Vie et Destin. Alors, la littérature, par le biais de la poésie, a fait avancer un peu les choses. Rimbaud, Mandelstam, enfin bon, tous les grands noms de la littérature peuvent y passer. Et la poésie, qui est un vecteur, un média extrêmement populaire en Russie, a fait passer énormément de choses, et notamment ce qu'on appelle la littérature des ravins, où en Ukraine, le Auschwitz des Ukrainiens, c'était les ravins. C'est-à-dire qu'on précipitait les gens dans des ravins, dans des fosses, et on les exterminait de cette façon-là. Et à l'époque, l'opinion publique, ça n'est pas beaucoup ému. Aujourd'hui, quand sort un livre là-dessus en France, ça fait des tirages de 1500 exemplaires, ce qui est ridicule. Mais ça a existé. Et ça a été dénoncé. En ce sens, on peut se dire que la littérature et la poésie ont apporté des choses, comme la musique. C'est vrai que les musiciens qui voyageaient un peu partout par la force des choses, ils témoignaient, ils disaient, ils avaient peur. Ils étaient tous suivis par un agent du KGB, mais ils parlaient quand même pour faire reconnaître la profondeur du problème dans leur pays. Que vous dire d'autre, sinon que... Pourtant, en 1917, quand il y a eu cet espoir... il y a eu cet espoir... donc les Juifs aussi, pensaient qu'ils allaient faire une société nouvelle. Ah ben les Juifs... Non, mais je veux dire, aussi, ils ont participé non avec seulement le ils ont, et tout ça. Ils ont non seulement participé, mais ils ont été à l'avant-garde, parce que pour eux, la révolution bolchevique, c'était la fin de l'antisémitisme. C'est ce que disaient les officiels à l'époque. Ah oui, alors... Et pourquoi ça a basculé ça a basculé parce que très vite, quand ils sont rentrés dans le communisme de guerre et dans les difficultés économiques, je vous le répète, ils ont eu besoin d'avoir un bouc émissaire. Et les boucs émissaires, c'était les Juifs, comme toujours, et en permanence dans l'histoire de l'Union soviétique et de la Russie. Madame qui a bien connu la Russie aussi, enfin... Oui. Nous sommes des contemporains, je crois qu'elle ne me contredira pas, elle ne dira pas que je suis excessif. Non, tu n'es pas excessif du tout. Non. Donc, cette réalité-là, j'ai commencé à la cerner, ça fait 50 ans,
presque jour pour jour que j'ai fait la connaissance de mon épouse. Et quand on est allé à Moscou pour la première fois, elle était guide interprète d'un groupe. Moi, j'étais jeune journaliste débutant. Et les journalistes n'avaient pas de visa pour aller faire des reportages sur... Et je me suis inscrit dans un groupe de communistes et de cégétistes, des postiers, qui allaient faire un voyage d'études au pays du bon Dieu. Et je suis tombé sur Nina et je lui ai dit, écoute, tes postiers, tu vas les laisser tomber. Moi, j'ai besoin de toi pour que tu me traduises, que tu m'amènes à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et j'ai pu faire comme ça mon reportage et les postiers se sont contentés, comme ils le souhaitaient, de visiter les centres de tri, des bureaux de poste, et eux aussi pour remarquer que c'était quand même pas le paradis sur Terre, les conditions de travail de leurs collègues soviétiques. Et en 1957, donc, les parents de Nina avaient des amis à Moscou, deux vieilles dames qui étaient venues, les parents étaient venus au moment de la Révolution, qui avaient grandi en France et qui avaient été des activistes communistes et dans la résistance. Et quand il y a eu la grande purge de Jules Mock, il les a renvoyés en Union soviétique en disant « on n'a pas besoin de vous ici ». Et donc c'était deux vieilles dames qui avaient connu Paris, qui avaient connu les grands boulevards, enfin qui avaient connu la vie en France. Le paradis sur Terre, on dit. Et elles nous ont reçus, elles vivaient dans une espèce de petite cave, elles chuchotaient, elles avaient la trouille, attention, mais surtout, rentrez en France, dites à nos camarades quel est le sort que nous avons, on ne peut rien dire, on ne peut pas parler. Et à partir de ce moment-là, on a eu la vérification permanente que dans la société soviétique et dans la société russe d'aujourd'hui, que je connais moins bien, les juifs étaient des Untermensch, des moins que rien, étaient une sous-catégorie d'êtres humains. C'est triste à dire, c'est difficile à dire, mais en même temps, comme mon métier me poussait à être témoin, je crois que si je n'avais pas témoigné par un livre avec mon épouse, je crois qu'aujourd'hui, avec la chute du mur de Berlin et avec tout ce qui s'est passé, je ne crois pas que je serais en face de vous aujourd'hui, je pense que je me serais supprimé. Tellement j'aurais été malheureux à l'idée que je savais tout ça et qu'on en avait, quand c'était pour du confort personnel, on s'était tué. Moi j'étais permanent du PC, mon travail dépendait du PC. Alors, et le livre, c'était Rue du Prolétaire Rouge, c'était bonne mémoire. Et vous avez dit que vous aviez perdu votre carte de membre du parti. Oui, enfin, ça c'est une autre histoire. 2 ans après, on m'a exclu, mais c'est un peu second. Enfin, non, je vous raconterai tout ça. Arrive la guerre des 6 jours, pour revenir un peu au cœur de notre sujet. Dans la guerre des 6 jours, la position de l'URSS, c'était qu'elle était du côté des pays arabes, naturellement, et que les refusniks, à ce moment-là, ils étaient en première ligne, parce que là, c'était le début du souhait d'émigration vers Israël. Donc c'était l'ennemi de l'intérieur. Et ça a commencé, les gens qui étaient foutus à la porte, je l'ai évoqué, les difficultés pour travailler, tout ça, c'était très très compliqué. Et moi, j'avais mes informations en 1974 parce que, au bout d'une année de défiance, comme j'étais là-bas comme membre du PC, évidemment, j'avais le soutien des autorités, mais pour les gens que je côtoyais, j'étais leur ennemi, parce que j'étais du côté des communistes et que les communistes étaient leur ennemi. Et donc, ils refusaient de me... Enfin, on rentrait très 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 difficilement dans leur intimité. Il a fallu que je fasse des pieds et des mains pendant une année pour leur prouver que non seulement j'étais pas un agent, mais que si on me surprenait un petit doigt de délation, on avait le droit de me couper la tête et de me mettre en morceaux. Et ça ne s'est pas produit. Et au bout d'une année, j'ai eu la chance, parce qu'il y avait, comme dans les grandes capitales, le vendredi à 2h de l'après-midi, il n'y a plus personne dans les bureaux.
Et dans l'agence de propagande où je travaillais, il y avait ce qu'on appelait le club des Juifs, qui se réunissait pour fabriquer des blagues politiques qui, avant Internet, les réseaux sociaux, tout ça, c'était des blagues qui circulaient dans toute la Russie en 8 jours, en Pologne, dans tout le bloc soviétique, ces histoires, parce que un connaissait un chauffeur de taxi, un connaissait un pilote d'avion, un connaissait un conducteur de train, et le grand truc en Russie, c'était quand on se retrouvait de dire « qu'est-ce que c'est la dernière ?» Et on racontait la dernière, entre autres. Et donc, pendant une année, évidemment, j'étais persona non grata dans le club des Juifs. Après, j'ai sympathisé avec un ou deux. Et quand je leur ai dit qu'avec des dollars, je pouvais leur apporter de la vodka de meilleure qualité, ils m'ont admis avec eux. Et en tant qu'admission, ça m'a beaucoup apporté sur le plan professionnel, parce que j'ai vu comment, dans une réunion de groupe comme ça, en ayant picolé un peu un vendredi après-midi, on sait qu'après c'est samedi et dimanche, on arrive à être créatif, à fabriquer des histoires. Une histoire qui est éternelle, qui est une histoire de propagande du parti, qui dit tel jour à telle heure, il va y avoir une distribution gratuite de farine, parce que le parti se penche sur votre sort. Et puis au bout de 2 heures, le secrétaire du parti revient et il dit le camion, finalement, il n'est pas si grand que ça. S'il y a des juifs dans le lot des gens ici, c'est pas la peine qu'ils attendent, il n'y en aura pas pour eux. Et les juifs s'en vont. Après, c'est les non-communistes qui s'en vont, puis il reste une poignée de gens, et le secrétaire du parti revient. Je suis revenu, le camion, il est vraiment très petit, et en plus, je peux vous dire, c'est une opération de propagande. Il n'y a pas la farine gratuite, ça n'existe pas. Et à ce moment-là, il y a une petite voix d'une mémé qui dit « c'est encore les Juifs qui ont profité les premiers ». Ça, c'est meilleur. Non, mais elle est révélatrice, parce que quand on rit de ces choses-là, eux, c'était pour combattre ces idées-là. Mais quand on rit de ça, chez le bon Popov du coin, on rit en buvant un bon coup de vodka et on se dit, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc à partir de là, j'ai été bien avec eux, ils m'ont invité chez eux, on y allait, on voyait les uns les autres, ils nous racontaient leurs malheurs. Et puis un jour, j'ai fait la preuve, parce que je l'ai imprimé, il y a eu une 4e, pendant qu'on était là-bas, il y a eu une 4e chaîne de télévision. Et le parti avait demandé de faire un dossier de presse pour dire aux journalistes, aux ambassades et tout ça, qu'il y a une 4e chaîne de télévision, tout ça, ça bouge, etc. Et je leur dis, vous pouvez m'aider pour trouver des formules pour faire le dossier de presse pour les Occidentaux. Oh, on va t'aider, Et puis voilà, on tourne. Puis il y en a un qui dit, je peux dire dans ton dossier de presse que avant il y avait 3 chaînes. On appuyait sur parce qu'il n'y avait pas de zapper, on appuyait sur la première chaîne et c'était Brejnev qui faisait un discours devant les ouvriers. On appuyait sur la 2e chaîne, c'était Brejnev qui faisait un discours devant les paysans. On appuyait sur la 3e chaîne, c'était Brejnev qui parlait aux intellectuels. Maintenant, on peut appuyer sur la 4e chaîne, et là, il y a Brejnev qui va vous dire « Tu n'as pas fini de jouer avec les boutons de téléviseur, camarade ?» Voilà, donc c'était, à vrai dire, dans un pays où il n'y avait pas d'information, où on ne pouvait rien dire, l'humour des Juifs, parce que tous mes copains, à part moi, étaient tous juifs. Personne n'est parfait, je ne suis pas juif. Et donc, il m'avait trouvé ce truc que j'avais fait une fiche là-dessus en disant la dernière anecdote pour faire sourire nos interlocuteurs. Et c'est passé. Ça, pour eux, c'était le truc suprême où j'étais protégé par le bon Dieu, où jamais eux auraient imaginé que l'agence de presse Novosti puisse colporter une histoire comme ça qui sortait de ce cercle, voilà, de cette fabrique. C'était vraiment très, 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 très intéressant. Ah, voilà, donc je viens Babillard, donc je vous en ai parlé, la littérature et la poésie
de l'Auschwitz du communisme. Et il faut remonter à la guerre des 6 jours en raison des positions pro-arabes de l'État soviétique qui a réveillé aussi bien l'antisémitisme officiel qu'individuel. La presse va entretenir soigneusement la confusion entre juifs et sionistes. À cette époque, la communauté juive ne dispose d'aucune école en yiddish ou en hébreu. Seule subsiste une très officielle revue en yiddish qui s'appelait Sowjetisch Heimland, la patrie soviétique, dont la vocation consistait à nier l'existence d'un problème juif à New York. Alors j'étais allé le voir, moi, le rédacteur en chef, qui avait une petite cabane soviétique, enfin, un petit appartement minable de papier, machin, et qui me disait le communisme a résolu le problème de l'antisémitisme. Je lui disais, mais non, on le voit partout, à tout instant, je le vois dans la vie quotidienne, je le vois avec les amis avec qui je parle et tout ça. Et lui, son rôle, le poste d'un vieux monsieur qui en avait vu, qui avait dû voir, je ne sais pas quoi, mais enfin, il en était là. Et c'est à cette période aussi qu'a été fermé le grand théâtre, le grand théâtre yiddish de Moscou. Et donc, il n'y avait plus aucune possibilité pour la communauté juive, sinon leur réseau, les réunions dans les appartements où ils craignaient sans cesse d'être arrêtés. Et puis, la grande synagogue qui était à Patkalokol Perulok, pour madame, qui était dans la rue, qui veut dire l'impasse sous la cloche. Et il y avait la grande synagogue là. Et on m'a introduit dans la grande synagogue et les vieux messieurs barbus, quand ils ont su que j'étais un Français, de leur côté, tout ça, ils me baisaient les mains. Et quand je revenais de France avec des matzos, petites bougies, parce qu'il n'y avait ni matzos, ni petites bougies pour les morts dans leur synagogue, j'étais le bon Dieu personnifié. Tout ça pour des petites bougies. J'ai jamais vu autant de ferveur que des gens qui touchaient, vous savez, ces petites bougies qu'on met dans l'eau pour honorer les morts. Voilà, la grande synagogue, c'était un lieu de rencontre, et c'est là qu'il fomentait entre eux de se retrouver chez l'un ou chez l'autre pour faire telle chose ou telle autre. Et un jour, c'était 74, c'était avant qu'il fasse défection, le correspondant du Monde à Moscou, Jacques Amalric, me dit j'ai des billets pour vous, j'ai pris des billets pour vous parce qu'il y a un grand concert dans la salle Velasquez du grand musée de Moscou. Étonnant, un grand concert dans la salle Velasquez, entouré de tous les Velasquez, un public trié sur le volet plutôt de personnes âgées, avec leurs héros qui étaient Natalia Gutman, 2-3 autres grands musiciens, et ils jouaient pour leur communauté parce que avec du piston, des pots de vin, des choses comme ça, ils avaient obtenu de faire une soirée privée là. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému parce que je voyais dans ces visages toute la sensibilité, toute la gentillesse, toute la fraternité que cette population qui en avait bavé de la naissance à la fin était là. C'était vraiment une soirée, une des plus émouvantes soirées d'ailleurs qu'on raconte dans la rue du Prolétaire Rouge. Et donc, c'était le moment où, en bougeant un peu, le fait qu'il y ait de la solidarité pour les refusniks en Occident, ça commençait à faire un peu bouger les lignes, on faisait plus attention, et que ça a commencé. Le totalitarisme, c'est comme ça. Si vous lâchez ça de liberté, c'est ça qui part, c'est ça qui part, c'est ça qui part. Et à partir de là, eh bien l'hémorragie a commencé à se faire. Je vais vous donner juste quelques chiffres. Après les pressions exercées par les États-Unis, l'immigration fut facilitée. Entre octobre 68 et octobre 82, on a compté 260 000 départs. Et là s'instaure un antisémitisme administratif, donc sournoisement officiel.
pour faire des études supérieures, les Juifs sont contraints d'envoyer leurs enfants dans des villes reculées où il n'y a pas de quota, il n'y a pas assez de Juifs. Donc on peut les mettre là. Ainsi, le chiffre record de 79, avec 51 333 départs, est tombé en 82 à 2688, alors que les candidats à l'émigration s'élevaient à 400 000 dans le même temps. C'est des chiffres de l'agence de presse Novosti, vérifiables. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît le vrai problème des refusniks, qui a été évidemment connu en URSS, mais pas sous le nom de refusnik. Ça a été connu parce que les correspondants étrangers, les chancelleries ont commencé à parler de refusnik. Et eux, je vous l'ai dit, ils tentent de résister au mieux, de survivre par la solidarité des leurs et de vivre leur judéité en organisant des cours clandestins, d'hébreu et des séminaires. Mais tout ça est doublé du fait que les mariages mixtes se multiplient. Et quand un Russe épouse une Juive ou qu'une Juive épouse un Russe, ils choisissent le nom russe, parce que c'était la liberté de choix de l'un ou de l'autre. Et d'une façon tout à fait sournoise, la tradition de judéité, elle s'en va tout doucement. En une ou deux générations, ça s'écroule. Alors, je ne suis pas forcément pour les mariages entre juifs, entre arméniens, entre français et entre normands, mais là, c'était tout à fait flagrant que c'était une volonté de l'État de dissoudre de cette façon-là la judéité de la population juive. D'autant que, rappelez-vous, Staline, qui lui, dans sa grande bonté, dans sa grande ferveur, voulait en Sibérie fabriquer un État pour les Juifs qui s'appelait le Birobidjan, 322 000 km², où il fait moins 50 en hiver et moins 20 au printemps. Eh bien, le Birobidjan, paradis des Juifs soviétiques, ça n'a jamais marché. À la période de pointe, où on donnait des primes, des terrains, des trucs, il n'y a pas eu plus de 1500 installations de Juifs au Birobidjan. Et pour autant, dans l'agence où je travaillais, on faisait des brochures sans arrêt pour dire il n'y a pas de problème juif en URSS. La preuve, on leur a même proposé un territoire pour qu'ils vivent dans leur foi, dans leurs écoles, dans leurs traditions, dans leur culture. Et tout ça. Bon, exit le Birobidjan, et là, quand on parlait du Birobidjan, ça faisait évidemment toujours rire tout le monde, parce que c'était un des grands échecs de la propagande. Aujourd'hui, si on demande à des jeunes juifs d'un peu partout dans le monde qu'est-ce que ça vous dit le Birobidjan, où ils sont d'une famille extrêmement cultivée, où le Birobidjan n'existe pas. Voilà, donc deux autres choses que je voulais vous dire en acceptant votre invitation. Maintenant, puisqu'on est un petit comité, posez-moi toutes les questions possibles et imaginables. Je suis transparent sur tout. Et si je ne sais pas répondre, je vous dirai que je ne sais pas. Et si je sais, je vous dirai que je sais. Mais même des questions intimes, le Parti communiste, pourquoi vous êtes entré, pourquoi vous en êtes sorti, etc. Tout ce que vous voulez, je n'ai pas du tout de retenue par rapport à ces problèmes. Je dois vous dire en préalable que le fait que j'ai été exclu du Parti communiste par Georges Marchais en personne m'a libéré. Aujourd'hui, je réalise que d'avoir plus à être dans l'omerta du parti, de dire ça il faut le dire, ça il ne faut pas le dire, ça il faut faire attention, je me sens complètement un homme libre et j'essaye d'exploiter cette liberté au maximum parce que, comme disait Wiesel, il n'y a que la liberté qui fait que l'homme reste un homme. Justement, vous amenez de l'eau à mon moulin parce que la première question à vous entendre... Je préfère le vin. La première question à vous entendre, c'est avoir vécu ce que vous avez vécu, ouais, et avoir continué à avoir foi dans le communisme. Alors, foi est un mot un peu galvaudé. On était, vous savez, je suis un fils d'immigrés arméniens, de parents qui sont arrivés pieds nus dans ce pays. Ils ont eu la galère, c'était difficile, et quand j'ai eu 16 ans, c'était pas difficile de me laisser séduire par la lutte des classes, par la pauvreté, par tout ça. Oui.
Le début, ça, je suis entièrement d'accord, parce que ce sont des idées... Ensuite, quand on a... séjour en Russie, parce qu'on a tous en tête le plus connu, Yves Montand, qui était vraiment un fervent communiste. Non. Et quand il a été en Russie... Yves Montand était un compagnon de route. Ouais. Et les compagnons de route du PC sont les pires. Parce qu'ils sont encore plus royalistes que le roi. Pardon ? J'ai pas entendu ce que vous avez dit. J'ai dit les compagnons de route qui se disent proches du Parti communiste, mais qui n'ont pas la carte dans la poche qui leur donne le sentiment d'être obligés d'obéir à une discipline, à quelque chose, c'est les pires. Parce qu'eux, ils disent « Ah oui, mais moi je suis communiste parce que pour telle et telle raison, mais je ne suis pas encarté, je n'ai pas ma carte. Vous ne pouvez pas me mettre tous les maux du communisme sur les épaules. » Les 400 000 morts de Babillard, Yves Montand et Simone Signoret le savaient. Vous savez ce qu'est l'être humain quand on vous couvre d'honneurs, de tapis rouges, de restaurants, d'hôtels, de chauffeurs, de machins comme ça. C'est incroyable comme vous acceptez. Moi, il y a peu de temps, j'ai un ami journaliste qui fait une enquête sur les républiques du Caucase. Et il est allé voir les attachés culturels d'Azerbaïdjan, de Géorgie, d'Arménie, etc., pour préparer ses contacts là-bas. Il parle de choses et d'autres. Et l'attaché culturel d'Azerbaïdjan dit à mon ami, est-ce que mon nom vient sur le tapis? Et il dit à mon ami, est-ce que vous pensez que si on invite Jean Caillan un mois en Azerbaïdjan, quand on lui donne une voiture, un chauffeur, un interprète, et 200 000 euros, il accepterait de faire un petit livre pour vanter les bienfaits de l'Azerbaïdjan. Il ne savait pas sur quel client il tombait. Et mon copain, qui est Marc Semo au Monde, lui a dit, écoutez, téléphonez-lui. Moi, je ne peux pas lui téléphoner directement, j'ai besoin d'un go-between. Mais je peux vous dire que tel que je le connais, pour 200 000, 500 000, 1 million ou 10 millions, il ne le fera pas. Ce qui a été évidemment le cas, et il n'y a pas eu d'approche. Mais pour vous dire que, quand même, les ex-républiques soviétiques sont très, très, très restées dans le modèle de la propagande telle qu'elle a été élaborée par Lénine. C'est-à-dire qu'on peut acheter tout le monde. Il suffit d'y mettre le prix. Peut-être qu'ils sont tombés sur le seul qui n'était pas achetable. Corruption à tous les niveaux. À tous les niveaux. Surtout quand un pays comme l'Azerbaïdjan a des pétrodollars. Oui, et puis je suis arménien, enfin je suis français à 100%. Mais... Il y a des scandales actuels avec l'Azerbaïdjan qui a arrosé l'Europe des dirigeants divers et variés en France ou ailleurs. En plus, ils nous ont avoué qu'ils avaient fait une bonne prise avec Rachida Dati, et que ça s'est révélé contre-productif parce qu'elle n'est pas du tout écoutée en France, que le seul qui leur a apporté un peu de notoriété, c'est Gérard Depardieu, et à qui ils font des ponts d'or chaque fois qu'il a besoin de nouveaux ponts supplémentaires. Voilà. Donc pour vous dire, quand on est rentré fort de cette expérience, on avait encore la foi du charbonnier de nous dire on va changer les choses de l'intérieur. On va témoigner dans le parti, auprès de nos amis, auprès de nos camarades, pour leur dire c'est ça, c'est ça. Et quand on a vu que c'était un combat perdu et désespéré, là on s'est mis à la table, on s'est dit maintenant il faut qu'on écrive, je ne sais pas si vous étiez là au début, le déclic a été l'arrestation de Sharansky et de Ginsburg. Alors, pour nous ça a été l'acte fondateur en se disant ces deux mathématiciens sont ce qu'ils sont, mais ce ne sont pas des espions au service à la solde de l'étranger. Sharansky était un des auteurs qui venait régulièrement dans mon agence, donc on avait sympathisé, et je ne devinais pas qu'un jour il deviendrait d'extrême droite en Israël, mais ça, c'est pas mon problème, c'est le sien et ça ne me regarde pas. Et Ginsburg, il a disparu à sa il a écrit des choses, aussi sur Babillard, il a témoigné à sa façon, Léonid Plouch a témoigné à sa façon, mais Léonid Plouch, par exemple, on l'a fait sortir en agitant le comité des mathématiciens, et
n'était pas très mathématicien, mais c'est le comité des mathématiciens qui a obtenu sa libération. Ensuite, sa mère et sa sœur étaient retenues en otage à Odessa. Et quand Gaston Defferre est allé à Odessa en visite officielle, c'était l'époque où nous étions un peu des stars de la vie publique en France. Et on a dit à Gaston Defferre, il faut que vous rameniez la sœur. Et Gaston nous a pris de très haut en disant, mais de quel droit, qu'est-ce que vous dites, de quoi vous permettez? Je dis, écoutez, Gaston Defferre, si vous voulez rentrer dans l'histoire, il faut faire ça. Il est revenu avec la mère et la sœur dans l'avion officiel. Pour ceux qui allaient en Union soviétique, ça dépendait dans quel milieu ils arrivaient, comment ils étaient accueillis. Par exemple, il y a des villes jumelées entre la France et la Russie, enfin à l'époque l'Union soviétique. Mais quand des centres sociaux de Marseille, par exemple, faisaient des voyages dans la ville jumelle, ils étaient accueillis comme des rois, avec des gens qui étaient très heureux, ils buvaient, ils mangeaient ensemble, ils étaient enchantés. Ils se faisaient rouler dans la farine. On accueillait les Russes à Marseille, touristes, de la même façon. Les touristes étaient passés maîtresses dans l'art de la propagande. Ils savaient faire. Voilà. Très très fort. Parce que ça répond. La seule agence. À la question de madame. Voisine. Dit, mais comment ça se fait que les gens qui allaient là-bas, ils n'ont pas dénoncé tout de suite. Gens, Mais par contre, je pense à quelqu'un pour qui j'ai une très grande admiration, qui est Arthur Kessler, qui dans les années 30 siégeait, tout jeune, siégeait au Comintern. Et il est allé à Moscou au moment des grands procès, et lui, il a plongé dans ce milieu-là, il a tout de suite compris, il a tourné le dos au bolchevisme. Kravchenko, Victor Serge. Mais le problème, c'est que quand nous, on a décidé d'écrire, et qu'on a vu tout ce qui avait été écrit auparavant, on s'est aperçu que ça ne se transmet pas de génération en génération. Il faut que chaque génération fasse son expérience. Et tous les 12 ans, ça revient. Alors, il y a eu les émeutes en RDA, il y a fait une hémorragie de communistes. Après, il y a eu la Hongrie, 12 ans après, ça a fait après, il y a eu Prague, 12 ans après, ça a fait une hémorragie de communistes et d'intellectuels en général, parce que j'ai rien contre les ouvriers, mais c'est pas leur histoire. Nous, la seule expérience qu'on a eue, c'était 2 ouvriers communistes purs et durs de France qui avaient gagné un concours à la fête de l'humanité. Et on nous les a envoyés et ils voulaient visiter une usine métallurgique comme c'était leur truc ici. Et quand ils ont visité l'usine métallurgique, avec un bordel pareil, des ferrailles partout, en France, on se met en grève tout de suite, on ne peut pas travailler, on ne travaillerait jamais dans ces conditions. Eux, je pense aussi, ils sont partis vaccinés, mais ils se disaient, ça, on ne peut pas le raconter, on va nous prendre pour des fous, au contraire, on les a reçus, on a fait une réception en disant nos glorieux camarades qui ont eu la chance d'aller visiter l'URSS. Tout ça a été parfaitement bien rodé, et je peux vous dire que si je restais sur l'écume des choses, que des voyages, 15 jours, on ne peut rien approfondir. Si j'avais pas eu de la famille en Arménie, si Nina n'avait pas eu de la famille en Moldavie, avec tout ce passé, tous ces gens, je crois qu'on n'aurait pas vu ça. On raconte dans le Prolétaire rouge qu'un des cousins de Nina habitait à Tver, qui est à qui est à 100 km de Moscou. Un jour, une nuit, on rentrait de Leningrad, et notre voiture, la petite 4L qu'on avait, a cassé sa courroie, et on n'avait plus de batterie, ça ne chargeait plus. On a été obligé de l'abandonner sous la neige et de faire du stop avec un camion qui nous a amenés chez eux, parce que c'était le plus proche, à 2h du matin. Ça se passe en 1977. À 2h du matin, on frappe, Genia, Lucia, Etemoui, on frappe. Finalement, on prend le bas de combat dans la maison, ils ouvrent la porte, et ils avaient la petite valise à la main parce qu'ils pensaient qu'on venait les chercher. Donc
Ça se passe en 1974. C'est pas au siècle dernier. C'est pas les pogroms de Kishinev. Là, c'était pour vous dire l'état d'esprit. Les Juifs à Nurs, et je pense aujourd'hui en Parce Russie. que là, vous étiez tombé chez des Juifs. Non, c'était des parents, c'était un cousin de Nina. Donc c'était le seul. Vous savez, hier, c'est comme si. Il y avait des dénonciations. Ou dans son bureau, on a pu dire, lui, il a dit telle chose, n'importe quoi, n'importe quelle bêtise. C'était incroyable. Ils avaient un réseau de renseignement très important. Ils avaient un réseau de renseignement très important. Oh, il y avait un flic par habitant, ça c'est pas difficile. Chacun surveillait chacun. Et quand il y avait la délégation était généralisée. Mais vous savez, on a découvert qu'il y a eu une guerre en Tchétchénie. Et un génocide en Tchétchénie. Ils ont tout rasé. Et pourquoi ça ne marchait pas l'islamisme à l'époque soviétique? Parce que chacun surveillait chacun. Et dénoncer. Et dénoncer, bien sûr. Et dénoncer. Et ils avaient des cadeaux, des bons. Parce que le système soviétique d'alimentation était très compliqué. Où vous aviez des roubles, et vous alliez faire la queue au marché, au pain, partout. Où vous aviez des dollars, parce que vous avez dans la famille, vous aviez dans certains magasins, où vous aviez le suprême des coupons, et là ça vous donnait accès à d'autres magasins où vous pouviez acheter, alors que les gens pleuraient pour avoir une tranche de saucisson, vous pouviez acheter des petits porcelets à Pâques pour faire le porcelet, du caviar, oui, tout. Et les touristes dont vous parlez, à tous les repas, ils avaient de la vodka, du caviar, du saumon. C'est la première fois. Justement, c'est pour ça, c'est parce que je veux dire, c'est connu, c'était facile d'abuser, on va dire, le simple visiteur, parce que tout était fléché, organisé du moment où il posait un pied en dehors de l'avion, jusqu'au moment où il reposait un pied pour remonter dans l'avion. Donc, on surveillait tout ce qu'il mangeait, ce qu'il faisait, ce qu'il voyait, avec qui il parlait, où il était, etc. C'est pour ça que je disais que vous, qui aviez choisi en plus, non pas de vivre avec, on va dire, parqué dans le beau quartier, mais de vivre avec le citoyen lambda, c'est pour ça que la question m'est venue, mais comment on fait pour rester communiste quand on l'a vécu, vraiment? Je vais vous répondre cyniquement que j'attendais le meilleur moyen pour que notre témoignage soit efficace. Oui, là je comprends. S'il avait paru 2 ans avant, ça ne marchait pas. 2 ans après, ça ne marchait pas. Au moment où il est sorti, dans la forme où il est sorti, avec la couverture du livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le maréchal Brejnev avec toutes ses décorations, à tel point que dans ma cellule communiste, on m'a dit, bon, on veut bien croire que vous êtes sincère dans ce que vous dites, mais pourquoi vous avez mis une caricature en couverture? Je dis, mais c'est son portrait officiel. Voilà, donc ça a été, je peux dire que sur le plan journalistique, j'ai bien fait mon travail. Oui. Ça a apparu au moment où, même 15 jours avant ou 15 jours après. Peut-être que 15 jours après, parce que ce qui a fait bondir ce livre en flèche, ça a été l'invitation de Bernard Pivot. 15 jours après, il n'avait pas programmé de faire ça. Mais les communistes venaient de sortir un livre qui s'appelait L'Ursénie, qui était un livre un peu critique, tout ça, mais très gentillé. Et le PC, à l'époque, était fort, faisait une pression pas possible sur Pivot pour qu'ils présentent leur livre à apostrophe. Et Pivot a bondi sur notre manuscrit en disant le livre n'était pas encore en librairie, il a dit je fais une émission sur l'URSS, mais il y aura Nina Jean-Kéayan, Friou, Adler et Bukowski qui venaient d'être échangés contre Corvalan, qui était le secrétaire général du Parti communiste chilien. Et ça a fait nous, ça nous a... je ne pouvais pas imaginer qu'apostrophe ce soit ça. On est sorti à minuit du plateau, je ne vous mens pas, il y avait 300 personnes qui nous attendaient dehors pour nous embrasser, nous porter en triomphe. Enfin, c'était... c'est quelqu'un qui parle vrai. On peut péter les plans facilement. J'aurais une question. Concernant les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure, quelle était la présence juive, en particulier en URSS et dans certains pays satellites, au moment maximal, et quelle est la présence actuelle pour justifier la Pologne est un pays juif sans juifs. Donc
Donc là, c'est réglé. Il y en avait 10, il n'y en a plus un seul. Aux grandes heures de la Russie, qui était capitale un peu de toute cette Europe de l'Est, il a dû y avoir 4 millions de juifs. 4 millions, et avec la majorité des grands intellectuels qui étaient à Vilnius, qui était la Jérusalem, et qui est une ville qui est restée intellectuellement très développée. Je ne dis pas ça pour... C'est une vraie réalité, mais Vilnius, ça a été ça. Donc ça a été un peu l'apogée. J'ai pas les vrais chiffres. Les chiffres que je vous ai cités sont des chiffres du ministère. 250 000. Comment c'est maintenant en Russie pour ceux qui sont encore là-bas? Écoutez, c'est eux qui ont choisi de rester. Hein. Soit vous ceux avez... qui sont restés à part, ceux qui se sont assimilés de par leur Voilà, il y a l'assimilation. Comment là-bas? Soit vous êtes parmi les oligarques, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui sont multimilliardaires, soit vous vivez dans la peur qu'à la prochaine difficulté, on dise que votre... C'est même pas... Enfin, c'est l'État, mais en même temps, c'est la concierge, c'est le voisin qui veut avoir une chambre de plus, et qui vous harcèle, qui vous emmerde, qui dit la youpine. Juif, c'est un mot, c'est une grossièreté. Dire de quelqu'un qu'il est juif, c'est déjà dire je marche dans la merde. L'inscription sur la carte d'identité juive existe toujours. Toujours. À l'heure actuelle, La 5e ligne, c'est nationalité juive. Les nationalités. c'est incroyable. C'est incroyable. En tant que nationalité, C'est sans sa carte d'identité avec une juive. La 5e ligne, c'est... Non, pas le passeport. Le passeport, c'est autre chose, parce que ça voyage à l'étranger. Mais la carte d'identité intérieure, on sait que vous êtes juif en demandant vos papiers. c'est notre nationalité, quoi. Juif. Voilà. Et c'est à côté de quelle nationalité? Pardon? Il y a quoi comme autre possibilité de Ceux qui ne sont pas juifs, qu'est-ce qu'on Comme fait? possibilité de nationalité, dans l'Union soviétique, il y avait les Arméniens, les Kirghizes, les Ouzbeks, il y avait tout. Oui, mais à l'époque, Mais non, parce qu'il n'y avait pas d'État juif. C'était les pays avaient leur nationalité, mais Mais est-ce qu'il y Néanmoins, avait d'autres nationalités? la religion juive est une religion officielle qui en Russie. Non, les religions avez étaient l'islam. interdites. Non. Pendant une période, il n'y avait Ah pas non, de mais je parle de religion. maintenant. Ouais. C'est une religion officielle, comme l'islam et l'orthodoxie. oui, bien sûr. Oui. Contrairement au catholicisme, Oui. qui est banni, interdit, qui n'est pas officiel, qui n'est pas reconnu comme religion officielle en Russie. Ouais, mais c'est de la- Pourtant, si depuis il y a eu un copinage entre le pape et le papa de L'archimandrite. Voilà, cela dit, je peux vous faire quelques mots sur, évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais la similitude entre le destin des Juifs et des Arméniens. En Russie aussi? Oui, on veut bien. Oui, mais moi je le vois, je l'analyse plutôt par ici. Non, en Russie, d'abord ils étaient loin de la Russie. L'Arménie n'a pas de frontière avec la Russie, donc c'est toujours une question de rapport de force. Le pouvoir central de Moscou foutait la paix aux Arméniens parce que dès qu'on touchait à un Arménien, grâce à la diaspora, le monde entier le savait. Et ça, ils le redoutaient le plus parce que c'était un des lieux où il y avait beaucoup de gens qui allaient faire du tourisme, parce que la seule chose que l'Arménie a, c'est des monastères du XIIe siècle, des églises, des vieilles pierres, et ça, c'est un attrait. Même les Russes, dont l'histoire remonte à pas loin du tout, ils allaient en Arménie parce qu'ils étaient ébahis de voir ce qu'est une richesse architecturale. Et donc, ça a beaucoup protégé les Arméniens qui vivaient dans leur coin, on leur foutait la paix. Et les Juifs, bon, on ne peut pas faire de comparaison entre Arméniens et Juifs, tout simplement parce que au milieu, il y a la Shoah, qui est le pire des pires que l'esprit humain puisse imaginer. Donc on ne peut pas dire, comme le disent souvent les gens, oui mais nous on a eu le premier génocide du siècle. Ouais, alors, Auschwitz,
c'est pas quantifiable, c'est pas jugeable, c'est pas comparable, c'est l'horreur des horreurs des horreurs. Et je pourrais en ajouter encore 10 d'horreurs que ça n'irait pas le fond de l'abjection de l'humanité que ça a pu être. Les mots sont faibles parfois pour exprimer les choses, mais je crois que vous me comprenez à peu près. Mais les Arméniens aussi en ont pris plein la gueule. Et si, chez les Arméniens, il y a tendance à un peu d'antisémitisme, c'est parce que, dans leur cursus, en France en particulier, ils ont tous été confrontés, d'une certaine manière, à la concurrence des commerçants juifs. Et donc ils disaient, ouais, les Juifs, ils ont fait reconnaître la Shoah, oui, ils se serrent les coudes, c'est pas comme nous, dès qu'on met 3 Arméniens ensemble, ça fait 4 partis politiques, eux, ils sont unis, enfin bon. C'est des choses un peu à ras de terre, et ce n'est pas difficile, dans une discussion ou dans une conférence, de les mettre minables et de leur dire, on ne parle pas de la même chose. Certes, les massacres dans les déserts de Mésopotamie, c'était pas de la joyeuseté. Certes, les horreurs qu'on a pu vivre ou pas, ça n'était pas de la joyeuseté. Et moi qui suis là, en face de vous aujourd'hui, c'est parce que ma maman, qui était un bébé, était dans les bras de sa mère. Elle marchait dans le désert de Mésopotamie pour aller vers Derzoj, dont vous avez beaucoup entendu parler ces derniers temps, qui était aux mains des islamistes. Elle n'avait pas d'eau, elle n'avait pas de lait, c'était un bébé, elle pleurait, et les gendarmes turcs l'ont pris des mains de ma mère, l'ont enterré pour qu'elle ne retarde pas la marche de la mort. Et quelques minutes après, il y a les premiers humanitaires de l'histoire, qui étaient des baptistes américains, sont arrivés là parce qu'ils essayaient de sauver les blessés, et ils ont entendu des gémissements qui sortaient de sous terre. Et c'est comme ça que ma maman a pu devenir ma maman. Donc ça relativise bien des choses quand on me dit la France, c'est l'enfer. Comment elle a été au courant de son histoire? Parce que alors, vous avez ici, ça n'a rien à voir avec la conférence ce soir. Mais pour finir ma vie professionnelle, j'ai voulu faire un grand reportage sur les traces du génocide des Arméniens qui n'avait jamais été fait sur papier. Et j'ai convaincu Libération de me laisser partir là-bas. Et donc, j'ai fait un reportage de 2 pages par jour pendant 6 jours, qui m'a valu le prix Bayeux du grand reportage. Et j'en ai fait un tiré à part, que vous pouvez prendre ou laisser 1 euro si c'est pour mes œuvres d'orphelins en Arménie, ou si vous n'avez pas 1 euro, vous le prenez quand même, ça n'a aucune importance. Il est amorti, je l'ai payé. Voilà. J'ai 2 petites questions. Quand on dit réfusniks, est-ce qu'on les appellerait réfusniks parce qu'ils refusaient le système soviétique, ou alors parce que leur visa a été refusé? Bien sûr, c'est le visa. Il y avait un tampon refusnik sur leur... Et deuxième question, quand vous avez commis, si je puis dire, le rue du prolétaire rouge, vous avez eu des pressions avant, pendant, après? Comment ça s'est passé au du PC ou des pressions diverses en France? Est-ce que ça a été brutal, progressif? Comme je suis loyal, je les avais prévenus. Et mon salaire dépendait du PCR. Et quand je leur ai dit, je ne veux pas vous prendre en traître, je vais écrire un livre avec matin, ils m'ont dit, écoute, on te paye j'avais, comme disaient tous les permanents du PC, je ne payais pas de loyer, j'avais une voiture, je ne savais pas ce qu'était le prix des pneus, des assurances, des machins. Mais tu vas perdre tout ça. Et en plus, je pouvais me vanter devant vous, de vous dire, vous savez, je ne paye pas d'impôts parce que je gagne un SMIC amélioré. Donc j'étais un vrai bon communiste. Mais bon, écoutez, on a le goût, l'envie de se battre et de faire les choses, ou bien on reste dans son coin, comme l'ont fait des gens qui ont eu notre expérience de ma génération. Il y en a eu 20 ou 30 couples qui, eux, ont été les premiers à nous cracher à la gueule en disant « mais vous mangez le morceau, c'est dégueulasse, après ce que vous avez eu comme situation, on gagnait 200 roubles par mois, on était des travailleurs immigrés qui faisaient la queue. Alors que eux
ils avaient accès au dollar. Mais c'est pas aller plus loin que ça, c'est-à-dire la déchéance économique, si je puis dire, au privé d'emploi, suite au bouquin. Il n'y a pas eu de menace physique, il y a eu même musclé, des gros bras qui sont arrivés, qui vous ont dit... Les dockers. Et mon argument, c'était cassez-moi la gueule, il y aura tous les médias qui viendront et on va en vendre 100 000 de plus. Et ça s'est arrêté complètement tout. Une nuit, on avait organisé un grand colloque à Marseille en 80 pour justement parler des refusniks, des conditions de la classe ouvrière en URSS à Marseille. On avait réuni 1000 personnes au Théâtre de Berlin, ça avait été une réussite tout à fait formidable. Et pour que, comme ça défilait chez nous, ça allait, ça venait, on a envoyé nos enfants à Paris, chez leurs grands-parents communistes qui vivaient à Paris. On les a accompagnés à la gare, on les a mis dans un T2, là. On rentre à la maison, le téléphone sonne, allô, les Caïens, vos enfants sont dans les machins, la cabine, un tel, ils n'arriveront pas vivants à Paris. Alors, imaginez la tête de l'identité comme ça. Et puis, il y a un copain qui a dit, ne vous inquiétez pas, il était en liaison avec des cheminots CGT dissidents qui étaient de notre côté. Il dit, on va les surveiller jusqu'à Avignon. À Avignon, il y a quelqu'un qui prendra la relève pour les surveiller jusqu'à Valence. Valence, c'est Lyon, Lyon, Dijon. Enfin. Et ils sont arrivés sains et saufs à Paris, surveillés. C'était... les menaces comme ça, c'est... Où on en a... En plus, bon, pour rien, hein, mais on était protégés par la police. Un soir, mon fils rentre du lycée Marseille-Vert. On vivait dans le luxe et le faste au Rocas Blanc. Il avait oublié ses clés. Il a grimpé, comme il le faisait, le mur pour rentrer à la maison. Et là, il y a 4 types sortis d'on ne sait où, qui l'ont agrippé, qui lui ont dit « Où tu vas, petit ?» Je dis « Mais je vais chez moi !» C'est comme ça qu'on a su qu'on avait une bonne étoile. D'ailleurs, on n'avait quasiment pas de clés pour rentrer chez nous. Et on n'a jamais été cambriolé. Il n'y a rien du tout. Et puis c'était une période où on a gagné quand même. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ça continue, cette pénurie dans les magasins? Non. Maintenant, ils n'ont pas d'argent. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent. Mais ce que vous voulez aussi. À une époque, porter un tube de dentifrice, c'était un cadeau inouï, mais c'est fini. Les fruits, les bouteilles. Non, les fruits, on n'avait pas le droit. Pour nous, c'était inimaginable. Quand j'ai lu ça, je suis restée vraiment bête. Très honnêtement, je ne l'ai pas fait, mais avec une paire de jeans, avec une paire de collants, on passait la nuit avec une fille. Je ne l'ai pas fait, hein, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Pour revenir à l'histoire un petit peu plus ancienne, je ne sais pas si vous pourrez répondre à ma question, mais Odessa, 1905. Bon, comme chacun le sait, je pense, la révolution, elle n'a pas commencé en 17, elle a commencé en février 1905. En 1905. Alors, au-delà des images d'Épinal, le Potemkin, les escaliers, les Cosaques qui chargent, etc., bon, ce que chacun connaît. Si je vous pose la question, c'est que mon grand-père, qui était avocat à Odessa, en fait, il avait sa propriété à Rotchakov, mais il exerçait le métier d'avocat à Odessa. Il a été tué en 1905 d'une balle dans le ventre. Et j'ai perdu mon père trop tôt, qui d'ailleurs a disparu à Auschwitz, pour lui poser des questions. Mais je n'ai jamais su, c'est parce qu'en même temps que la révolution bolchevique, dirons-nous, qui était peut-être pas bolchevique encore, mais enfin, c'était les débuts, commençait à Odessa. En même temps, il y avait les pogroms aussi, antisémites. Donc, est-ce qu'il est mort d'une balle antisémite ou est-ce qu'il est mort d'une balle des révolutionnaires oui, ça peut être un bolchevique antisémite. Si vous êtes allé à Odessa et que vous avez côtoyé la communauté russe... Personne ne m'a parlé de votre grand-père. Non, mais tout est possible. Je vous mentirais si je vous disais que je ne sais rien du tout. Simplement, ça pouvait très bien être un voisin bolchevique de votre grand-père qui disait « celui-là c'est un riche, on va lui tirer dessus ». Il y a beaucoup de gens qui ont disparu parce qu'ils étaient des valets
de grands propriétaires terriens, et Staline et Lénine ont utilisé cet argument pour liquider tout le monde. J'ai appris le verbe liquider en Russie. Liquider, c'était dans le jargon, dans la langue de voix communiste, le mot liquider revenait tout le temps. Enfin, on peut dire qu'à Odessa, c'est pour un ami qui est allé à Odessa très récemment avec sa famille, pour revoir justement les lieux de ses ancêtres. Et le cimetière. Ça n'a pas changé, ils sont toujours antisémites. Oui, on le dit, toujours antisémites. Non, mais c'est comme la Pologne, ils sont antisémites, mais sans juifs. Oui, madame. Alors, je me demandais sur le plan historique, donc ce que vous avez dit un petit peu au début, vous avez parlé de Catherine II. Catherine II, bon. Alors, est-ce qu'on a des traces de ce qui se passait avant? Est-ce que déjà, il y avait ce... Oui, c'est elle qui a donné une petite embellie en sauvant... On remonterait jusqu'à quand, alors? La nuit des temps. J'ai commencé les notes que j'ai prises en disant la nuit des temps, Russie, communisme et à nouveau Russie. Ça date de la nuit des temps, exactement comme en France, au Moyen-Âge, où il y avait les rues juiveries, où à cause de leur religion, les juifs étaient relégués à faire du travail d'usurier parce que personne d'autre voulait le faire à part eux et qu'ils n'avaient pas le choix. C'est tout. Ne lisez pas le protocole des sages de Sion, mais vous comprenez tout. On comprend tout. Non, ça ne sert à rien, il ne faut pas le dire, ça ne sert absolument à rien. Mais oui, c'est un torchon. Mais c'est très instructif sur comment... Je vous disais, quand il n'y avait pas de faits divers dans les journaux soviétiques. Ça n'existait pas. On ne racontait pas des histoires. Mais combien de fois on nous a raconté que dans tel village, il y avait eu un enfant qui avait disparu, une gamine qui avait disparu, une joggeuse qui avait disparu, et que les gens disaient « Ah, mais c'est des sacrificiels, c'est les juifs qui l'ont fait disparaître pour lui pomper son sang, pour faire... Je sais pas. Ça nous a poursuivis toute notre vie. Hein. Oui, mais... je crois que... Oui, alors c'est vrai qu'en France... Oui. La deuxième partie de ma question, c'était est-ce qu'il y avait, on pouvait dire géographiquement, des lieux qui étaient, disons, avec beaucoup de population juive, ou pas, ou comment c'était? Puis vous avez parlé, ce qui m'a beaucoup, pour finir, ce qui m'a beaucoup, enfin, je sais pas, conforté quelque part en me disant que vous avez parlé de la grande synagogue et d'autres lieux où apparemment, là, les juifs pouvaient exister sans... Exister, mais quand même, à l'entrée de la grande synagogue, il y avait 4 agents du KGB qui regardaient qui entre pas, si c'est des jeunes, si c'est pas des jeunes, s'ils vont pas prendre une leçon de renverser le pouvoir, de faire de l'antisoviétisme et des choses comme ça. Moi, je vous dis, ça a été vraiment un parcours du combattant, et c'est quand je suis rentré, j'ai été vraiment admis dans le club des Juifs, que là, j'ai pu avoir de vrais contacts. Mais par exemple, avec les Russes, c'était extrêmement difficile qu'ils nous ouvrent leur cœur sur les camps, sur Staline et sur tout ça, parce qu'ils se disaient, mais on ne sait jamais, ils peuvent raconter, ça va nous retomber dessus. Oui. En tout cas, la période où on vivait, qui était déjà le grand déclin du brejnevisme, la population vivait en règle générale dans la terreur. Les gens, dans la terreur. Les gens avaient peur. Ils avaient peur de ils avaient peur de leur enfant qui allait à l'école et qui disent à la maîtresse mon père hier soir il a dit ça. Eh bien ça suffisait pour que 2 jours après, il y ait quelqu'un du KGB qui vienne frapper à la porte et lui dit à votre petit Vitya qui a dit que vous avez dit ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et c'est pas dans un de vos livres que un de vos enfants, quand vous avez grillé un feu rouge, a levé le doigt et vous a dénoncé vis-à-vis du... Non, mais on était... Alors, ce que je regrette le plus, je dois vous dire, de l'Union soviétique, c'est qu'il y avait des routes à 10 voies et que j'étais la seule voiture. Et donc, c'était très facile. Et un jour, on allait justement vers Tver, là où on a eu notre père. Et il y avait un immense carrefour, ça passe à l'orange, il n'y avait personne à droite, personne à gauche, personne devant, personne derrière. Et je dis à mon fils, fistouille, celui-là, je vais me le griller. Et je le grille allègrement,
Il y a le milicien qui vient, je dis, oh, mais c'était Laurent, j'ai pas vu, là, hein, Franzosi, les poignées mailles. Et Fabrice, il dit en russe, mais monsieur le milicien, il l'a très bien vu et il m'a dit qu'il allait le griller. Ce petit merdeux. C'est excellent. Quel âge avait-il? Il avait 4 ans. Il était bien éduqué. Ah ben dans l'école, en 2 ans, il est devenu un vrai petit soviétique. Ok, récemment, on a eu un ministre ou une ministre de l'éducation, je crois que c'était un ministre, qui a dit les enfants, ils appartiennent pas aux parents. En France, ils appartiennent à l'État. Alors monsieur, je vais vous dire très franchement, c'est Pétion qui a dit ça. C'est l'héritage que nous avons tous dans les discussions de la tradition de la dialectique communiste. On parle des refusniks et toujours quelqu'un dévient en disant « Oui, mais chez nous, en France, oui, mais aux États-Unis. » Non. De quoi on parle? On parle... La France, on peut faire une autre conférence, parler des dérives de la police, de la volonté du pouvoir de maintenir, de serrer la vis, de nous voler des libertés. On sait que chaque fois qu'on nous vole une liberté, on ne la rend jamais. Les Français savent ça par cœur. Pour le moment, on ne résiste pas à grand-chose. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais il n'y a pas... Mon père, qui était très, 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 très pieux, m'a laissé un héritage que il faut toujours se méfier des gendarmes, des policiers, des militaires et des ministres de l'Intérieur, parce que c'est des gens qui nous veulent toujours du mal. Et en même temps, mon père, quand il est arrivé en France, venant de son orphelinat en Turquie, il est arrivé chez les douaniers, et l'interprète lui a dit, il y a le policier qui te dit de t'asseoir. Et il s'assoit. Et mon père racontait plus tard qu'il n'avait pas le concept de s'asseoir devant un policier. D'abord, on prenait un coup de matraque, et puis après, peut-être on discutait, on avait un tampon. Et là, il s'est dit, ça y est, je suis au pays de la civilisation. Pour les refusniks, on parle souvent de Tcharansky, Gainsbourg. Il y en a d'autres très connus aussi qui sont Il y a Nudel, il y a il y a eu... Mais ils sont tous partis finalement. Ah oui, ils sont partis, ils sont morts. Aux États-Unis en majorité. En Israël vers la fin. Mais pas beaucoup, pas majoritairement en Israël. Aux États-Unis majoritairement. Mais il y en a qui sont morts au goulag quand même. Ah ben oui, non mais ça c'était pas les refusniks ça. C'était déjà élaboré. Oui. J'ai juste 2 petites questions. Une, parce que dans ma famille, la seule personne qui soit partie dans la Shoah est partie dans l'avant-dernier wagon pour Auschwitz. Et on a toujours dit dans la famille, Amélie, c'est parce qu'il était communiste. Et les communistes ont lâché tous leurs juifs à la fin de la guerre. Qu'est-ce que vous pouvez en penser? Et voilà, alors c'est une rumeur de famille, et on me dit c'est en rapport avec la fiche rouge, c'était en rapport avec la fiche rouge, ils ont donné tous les étrangers et les juifs à la fin de la guerre. Et voilà. Si je vous disais... À Marseille? Non, c'était pas à Marseille. Si je vous disais aujourd'hui... Enfin, pas à Paris, donc il est parti à un congrès communiste. En fait, il y a eu un congrès où il a été, et c'est là qu'il s'est fait attraper. Et c'était où? C'était dans le centre de la France. Donc en France, voilà, c'est ça. Oui, en France, là, pour le coup, ils étaient partis d'Ukraine à la suite des pogroms. Si je vous dis que peut-être on ne saura jamais que Jacques Duclos, qui était le secrétaire général, un des secrétaires généraux historiques du PCF, a donné le groupe Manouchian en échange de prisonniers soviétiques. Ça, c'est à peu près certifié par les historiens, mais les tabous sont tels en France qu'on ne peut pas le dire. Enfin, on ne pouvait pas le dire tant que le PCF avait 20% des voix. Aujourd'hui, ceux qui le diraient disent on va donner du grain à moudre à Marine Le Pen. Donc il y a toujours cette espèce de jeu. C'est pour ça que je vous dis, je me sens un homme libre parce que je n'ai aucune responsabilité nulle part. J'ai des comptes à rendre que à vous qui m'invitez. Et donc je vous dis très franchement que ce que je veux dire, je vous le dis. Mais
quand vous me dites qu'on a donné les Juifs en échange d'eux, je ne vous dirais pas que à une époque, j'aurais grimpé au rideau et je me disais, mais c'est dégueulasse de dire ça, on a toujours défendu, c'est nous les premiers combattants contre l'antisémitisme. Moi, j'étais un gamin, hein, je peux te dire aussi, madame, qu'on était des enfants quand on a vécu cette expérience. Oui, bien sûr. On était jeunes. Donc c'est vraisemblable, c'est possible. C'est tout à fait possible. Ouais. C'est tout à fait. C'était l'avant-dernier, quoi, le wagon, donc ils sont partis. C'est vraiment tout à fait possible. Ouais. Mais il ne faut pas en faire une théorie, il faut attendre, il faut avoir l'espoir qu'un jour, des historiens sérieux se pencheront là-dessus et nous diront la vérité. Tout comme j'ai écrit il y a 2 semaines un article dans Marianne, dans lequel je me paye Jean-Luc Mélenchon dans les grandes longueurs en disant qu'il est le continuateur de Georges Marchais. Et je dis comme de même que nous, ma génération de communistes, avons attendu 50 ans pour dire que le vrai papa du goulag, c'était ce bon Lénine avec sa casquette et son ruban rouge. De même, dans 50 ans, les petits garçons qui mettront des t-shirts à l'image de Che Guevara et des trousses et leurs cartables et leurs casquettes, on leur apprendra que leur héros de jeunesse était un flamboyant psychopathe tueur en série. Il faut que le temps fasse son œuvre. C'est en tout cas ma conviction sur Che Guevara et je suis totalement en dehors de tous ces mouvements vénézuéliens, cubains, pour lesquels il y a des hommes politiques ici qui servent de relais de propagande exactement comme nous avons servi pendant des années de relais de propagande à l'URSS. C'était pareil, on ne pouvait rien nous dire. Je veux dire quelque chose d'amusant enfin, qui m'a paru tel. J'avais lu dans la Marseillaise une série d'articles sur justement les républiques soviétiques à l'époque. Ça m'intéressait pour connaître quelque chose de tout ça. Et un jour, je tombe sur le Kazakhstan. Et alors, en plus, c'était écrit en grosses lettres, sous une photo. Et l'incroyable, c'est que ce qui avait été écrit, c'était les Kazakhs, et devinez comment les Kazakhs ont été écrits. Ça s'est écrit... Comme les Cosaques? Non, ou comme une Kazakh de jockey. Écoutez, je ne l'ai pas encadré, mais je l'ai toujours chez moi. Et je me suis dit, je vais aller à la Marseillaise. Donc vous allez dire comment? Non, mais c'est vrai. Non, c'est le coquille, c'est de l'écriture, c'est la bêtise. Ne cherchez pas plus loin. J'ai tout relu attentivement. J'ai dit, je vais descendre à la Marseillaise, leur demander si picoler toute la nuit pendant ça. Mais c'est écrit texto comme ça. Enfin, vous m'avez dit que vous lisiez la Marseillaise. Vous lisiez la Marseillaise? Oui, entre autres. Bon, mais écoutez, j'ai enfin rencontré la personne qui lit la Marseillaise. Non, mais parce que... pourquoi pas? Je crois qu'ils avaient et souvent, il y a des articles qui font, oui, y compris sur le port, sur les, par exemple, je ne veux pas débiter mes petits camarades. Sur le port, par exemple, on vous expliquait ce qu'étaient les lamaneurs. Moi, j'ai toujours été passionné par le port, les ports en général. À Marseille, j'ai dit lamaneurs, j'ai plus plein de choses. Après, bien sûr, il y avait les 2 pages où il y avait... bon, mais le reste, ma foi, pourquoi pas? Moi, je suis plutôt éclectique, mais alors là, les Kazakhs avec les Kazakhs de jockey. Ils tournaient Kazakhs. Je vous l'envoie parce que c'est trop beau. Mais je ne l'ai jamais jeté. Est-ce qu'il y a des questions encore? Ok. Il y a une belle chose que je conciliation. voulais dire tout à l'heure, vous avez dit qu'en Russie, il n'y avait plus de juifs. Si, il y en a un petit peu. En Pologne, vous avez dit, il y en a plus. Alors attendez, je vous permettrai, j'ai vécu 3 ans en Pologne. Effectivement, il y en avait 0 après la Seconde Guerre mondiale et pourquoi? Mais a priori, il y a quelques années, il y en avait 6000 quand même. Oui, non. Il y a un retour des communautés américaines. Quand je dis il n'y a pas, c'est pas 200 000. À Casimir, le quartier de Casimir à Cracovie, certains quartiers de Varsovie, il y a quand même un retour de quelques milliers. Les principaux intellectuels et ministres qui avaient autour de Lech Walesa, c'était les Guérémecs, c'était tous des juifs. Je suis allée en Pologne à la recherche de mes racines. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'était la première fois, mes parents n'y sont pas allés, ils ont eu la chance de ne pas y naître d'ailleurs. Et moi
j'ai été frappée au bout de 2 jours de l'antisémitisme latent. Absolument pas monochrome, mais tu le vois, tu le sens. Je ne l'avais jamais vécu. Je ne l'avais jamais vécu, vraiment. Je peux vous dire que j'ai vécu un séjour avec ce ressenti qui allait croissant de jour en jour. Et alors là, le pompon du pompon, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que non seulement ils sont antisémites, mais qu'ils en vivent. C'est-à-dire que vous parliez du quartier de Casimir, c'est entièrement factice. C'est Hollywood, voilà. C'est-à-dire que tu crois que c'est un quartier juif, tu crois que c'est des juifs, tu crois que ce sont des magasins, des restaurants et des boucheries juives, cachères, etc. Et il y a du porc au menu et dans la boucherie. Mais c'est fait. Exactement, vraiment, comme si on se promène les dans la rue de la serveurs sont République, on croit qu'il y a des avec magasins. les bas blancs, le petit gilet, la kippa, voilà. Alors, eux, c'est le pompon du pompon, justement. C'est-à-dire que non seulement ils sont antisémites, mais c'est le filon. Exactement. Alors, je permettrai une remarque. Surtout à Cracovie et pas pour défendre Varsovie, les Polonais, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est des gens d'origine polonaise vraiment, mais c'est des gens très par ailleurs qui peuvent être sympathiques, mais généralement, ils n'aiment personne. Les Polonais n'aiment personne. Alors, les Russes, ça tombe bien, personne ne les aime. Les Russes, les Allemands, bien sûr, mais les Tchèques, c'est pareil. Ils ont eu des problèmes territoriaux avec la Tchéquie. Même leurs frères de Lituanie, un morceau en Ukraine, ils les méprisent, etc. Ils n'aiment personne. Quand on fait les marchés des souvenirs, que tu vois le petit juif rabougri avec le petit sac dessous, ou alors que tu vois le petit juif avec le grand couteau qui est en train d'égorger un petit, ça c'est des petites statuettes, comme on ramenait les boules à neige. Vous voyez, mais ça vous voyez en Pologne, vous voyez. Moi ça je ne l'avais jamais vu nulle part. Je ne l'avais jamais vu nulle part. Je peux vous dire que quand je dis que de jour en jour, je l'ai vraiment ressenti, ils aiment peut-être personne, mais ils haïssent les juifs. Ça c'est... Il y a vraiment un cran bien au-dessus. Mais il n'y a pas que les Polonais, je crois qu'en Tchéquie, en Slovaquie, c'est pareil. Je suis rentrée avec 2 chiffres. En Pologne, au jour d'aujourd'hui, il y a 10 000 cimetières juifs. Et il reste 920 juifs. C'est pas qu'ils restent, ils sont revenus. 920 juifs, 10 000 cimetières. Vous avez vu l'échelle? Voilà. C'est un peu les fous. On dit aussi que quand ils sont revenus après la guerre, ils se sont fait écharper. Quand on il y a eu des pogroms. Bien sûr, tout à fait. Et ma fille qui a fait la marche, vous savez, la marche des vivants. La marche des vivants. Elle m'a raconté que quand il y avait les Polonais qui étaient là, quand ils passaient à côté d'eux, quand tous les jeunes juifs venant de toutes les nationalités passaient à côté d'eux, ils crachaient par terre. C'est peut-être encore plus qu'en Russie. Parce qu'en Russie, au moins, ils ne font pas commerce ils font pas commerce du juif. Alors qu'à... Non seulement ils ne font pas commerce du juif, j'ai madame qui a organisé les panneaux montre une photo de Poutine qui ne se gêne pas pour aller dans toutes les grandes manifestations de Lubavitch, qui ne sont pas les plus ouverts et les plus démocrates. Il y a des pays dans le monde où vous avez, dans les librairies officielles, vous avez Mein Kampf, oui, bien sûr, etc. Israël ne doit pas exister, etc. Il y a des pays en Asie du Sud-Est ou ailleurs où c'est comme ça. Vous avez vu les manifestations qu'il y a eu la semaine dernière en Pologne, quand tout le monde a entendu parler, sur des cendres juifs en triant mort aux juifs, la semaine dernière. On pourrait dire la même chose de l'Autriche, sinon pire. On ne revient pas sur des siècles, on ne peut pas dire des millénaires de culture. Si vous voulez, on va s'économiser le film. Sur le peuple des Si vous voulez. Je suis juif, mais avant que vous soyez accro au film, on va se l'économiser. C'est un film sur les réfugiés. Si je peux répondre. Pourquoi pas D'abord, je connais des juifs, ne serait-ce que Victor Versussan, que tout le monde connaît ici, qui m'a remplacé à la tête de l'amitié juive-chrétienne. Il est marié à une polonaise catholique. Pour clore la soirée, je vais nombre de juifs qui sont détendre mariés avec des l'atmosphère. chrétiens. Il faut dire aussi sur le plan positif que depuis Vatican II, on a fait un pas énorme en avant. Et que quand on entendait quand même Jean-Paul II qui disait que son meilleur ami d'enfance c'était un juif dans son petit village, et quand il allait
tout pape qu'il était, quand il retournait en Pologne, il allait voir son copain, etc. Quand on entend François encore, qui intervient très souvent en disant qu'on ne peut pas prétendre être chrétien si on est antisémite, c'est antinomique, etc. Bon, il faut dire, bon, alors c'est très difficile, parce que je dis bien, ça fait quand même 1700 ou 1800 ans on prêchait jusqu'à Vatican II le peuple déicide. C'est vrai que si on lit les évangiles, bon, quand on dit que le sang retombe sur l'autel, etc. Bon, alors les théologiens ont pris de la distance avec le texte, mais du côté positif, on avance. Je peux vous dire que dans l'Église, on avance en direction des Juifs. Je vais conclure en vous racontant une blague arménienne. Même deux blagues arméniennes. La première, c'est les Arméniens qui la racontent. La première, c'est les Arméniens disent « Notre passé est tragique, notre présent est épouvantable, heureusement que nous n'avons pas d'avenir. » Et la deuxième, c'est un lièvre et un sanglier aveugles qui courent dans la forêt. Et puis, inévitablement, il se rentre dedans. Il dit « Oh, excuse-moi, je ne t'ai pas vu, mais moi non plus je ne t'ai pas vu. Je suis devenu aveugle quand il y a eu l'incendie de la forêt il y a 10 ans. Ben moi aussi, c'est pas... » Et le sanglier dit « Je vais essayer de deviner qui tu es. » Il caresse, il dit « Oh, tu as un corps fin, tu as des poils doux, tu as des grandes oreilles, une petite queue, tu dois être un lièvre. » Bravo, tu as deviné, quelle mémoire, à moi de deviner. Il caresse le sanglier, il dit « Ouh, tu as des poils durs, tu as un gros nez, tu dois être un Arménien. » Il y a que vous qui pouvez raconter ça. Hein. Oui, bon, on l'a rapporté avec les Juifs. Hein. Ben voilà, j'en prends pas la responsabilité. Voilà. C'est qui les fasse. Hein. Merci. Ben non, c'est moi qui dois.